Que penses-tu de placer en bourse ton fonds d'urgence? Mauvaise idée parce que si tu places en bourse, ça veut dire que tu peux subir de la volatilité. Puis normalement, quand tu places en bourse, pour justement compenser la volatilité qui peut arriver à court terme, il faut que tu aies au moins 10-15 ans avant de toi pour dire que ça vaut la peine que tu investisses en bourse. Fait que là, si tu as investi en bourse puis que dans 2 ans, il arrive un méga crash puis que tu as mis ton coussin de 10 000 là-dedans puis là, c'est rendu à 7 000 ou à 6 000, tu as besoin de ton 10 000, tu fais quoi? Tu aurais laissé ton argent dans ton compte chèque, tu aurais 4 000 de plus parce que ça n'aurait pas baissé. Fait que quand tu investis à court terme, pour comme un fonds d'urgence que tu peux en avoir besoin demain matin, pire affaire d'aller mettre ça en bourse. Pire affaire. Oui, cash.to est similaire. Pourquoi garder un fonds d'urgence alors qu'on peut utiliser la marge de crédit hypothécaire? C'est une question qui revient quand même souvent, elle est légitime, parce que dans le fond, quand tu utilises la marge, c'est que tu t'endettes, puis idéalement, tu ne veux pas tomber dans l'endettement. C'est juste ça. T'sais, si tu es à l'aise avec ça, on s'entend, c'est pas dramatique. Tu peux utiliser la marge de crédit hypothécaire. J'en connais plein qui font ça. Bon, c'est correct, c'est pas dramatique. C'est juste que, ultimement, tu fais juste, quand tu as de l'argent disponible, puis tu n'as pas besoin de tomber tout de suite dans les dettes, psychologiquement parlant, il y a quelque chose de le fun à tout le temps avoir des liquidités de disponibles, d'accessibles, puis de comme pas être obligé d'aller sans marge tout de suite. Puis là, en plus, ben, tu vas payer de l'intérêt sur ta marge. Fait que si tu payes 5-6 ben, tu payes 5-6 d'intérêt. Fait que si tu avais de l'argent, ben, tu sauverais 5-6 d'intérêt. Fait que c'est comme si tu faisais un rendement de 5-6 tu comprends? Fait que ce que je dis tout le temps, c'est que ton fonds d'urgence, ton coussin, tu vas faire du rendement quand tu vas en avoir besoin parce que tu n'auras soit pas besoin de sortir des placements qui sont en baisse parce que tu ne voudras pas faire ça, ou soit que tu n'auras pas besoin de payer de l'intérêt sur des dettes parce que tu n'as pas de coussin puis là, tu prends des dettes pour te baquer. C'est juste ça. Fait que, tu sais, c'est pas dramatique, mais c'est mieux d'avoir juste de l'argent d'accessible. Comme je te dis, psychologiquement parlant, quand ça arrive pour vrai puis que ça va mal, pour l'avoir vécu des fois avec des clients, tu sais, qui perdent leur job ou qu'il arrive une situation où ça va pas bien, quand tu as du cash pas loin, c'est tout le temps rassurant puis c'est tout le temps le fun. Mais quand tu n'as jamais vécu de baisse puis que tu fais juste checker le côté mathématique ou que tu n'as jamais vécu un moment où ça va pas super bien dans ta vie financièrement parlant puis que tu n'as pas peur de la fin du mois, ben c'est plus tentant de dire, je vais laisser mon argent investi puis je vais utiliser la marge. Mais quand ça va arriver pour vrai, je te le dis que tu vas être content d'avoir du cash qui est disponible. C'est juste pour ça. Salut Fred, merci de tes conseils. Ça fait plaisir, mon gars. Good, let's go. As-tu d'autres crimes? Caroline, je suis arrivé au bout des questions. Let's go, on continue. Ça va bien. Ah oui, y a-tu d'autres questions? Gênez-vous pas. Sinon, j'en ai aussi que je m'étais fait poser dans un autre post. Puis je n'ai là disponible que je peux répondre aussi là s'il n'y a pas d'autres questions qui pop, mais je vais vous laisser une couple de minutes pour en mettre. Que penses-tu des portefeuilles gérés chez Wealthsimple, faible frais? Ben, ouais, dans le fond, tout ce qui est déjà préfait par Wealthsimple, ça peut être une façon de ne pas te casser la tête, puis de diminuer tes frais, puis comme d'avoir de quoi qui peut être bien correct. Tu sais, ça, dans le fond, ça peut avoir du bon sens. Mais la question, c'est tant qu'à ça, pourquoi tu prendrais peut-être pas genre un VEQT ou un portefeuille qui est déjà tout préfait, mais de fonds indiciels, puis limiter encore plus tes frais dans le fond, puis augmenter à long terme tes chances d'avoir un meilleur rendement également. Fait que c'est ça. C'est comme oui, ça peut être une option, mais pourquoi pas aller directement dans des fonds indiciels, mettons? C'est la question. Mais tu fais ce que tu veux, mais oui, ça peut être une option, puis je suis à l'aise avec ça. Tu conseilles de prendre la marge de crédit pour faire quoi? Rien. Non, sérieusement, la marge de crédit, pour vrai, pas grand-chose, dans le sens que, à moins, je n'avais parlé un peu l'autre fois, à part pour faire des stratégies de rattrapage REER, mettons que, OK, là, si tu prends genre 60-70 000 de REER, ça vient vraiment diminuer le revenu familial, puis là, tu augmentes tes allocations, tes crédits d'impôt, puis genre tout le kit, puis il y a une passe de REER à faire avec ça, puis là, tu pognes ça, tu mets ça dans les régimes épargne-études, puis tu profites full de la fiscalité. Ça, je suis à l'aise avec ça parce que c'est du rendement garanti, mettons. Fait que la marge de crédit, elle pourrait servir à ça. Elle pourrait servir à faire une acquisition, mettons, un immeuble à revenu, parce que tu dis, j'achète un immeuble à revenu, il est rentable, j'ai fait mes calculs, c'est ça coche, nanana, parfait. Tu investis là-dedans, merci, bonsoir, c'est réglé. Puis là, tu as utilisé ta marge pour faire ton acquisition. Fait que ça, je suis à l'aise avec ça aussi, à condition que ce soit une bonne acquisition, évidemment.
L'autre exception, ben, l'autre chose que tu pourrais utiliser la marge, ça serait d'investir dans ta business. Mettons, financer ta business, puis là, tu as besoin d'injecter 50 000 pour décoller ton projet, puis c'est ton rêve de ta vie, puis tout, ben, ça peut être une option si tu n'as pas d'autres liquidités, mettons. Puis la dernière affaire, ça serait des fois faire des rénaux dans la maison. Idéalement, tu veux les payer cash, mais mettons que là, tu es comme, ouais, tu as un gros coup à donner, puis tu le sais que tu vas le rembourser quand même assez vite. Ça peut servir d'outil pour justement ça, mais le danger, c'est que là, justement, tu viens comme peut-être mettre plus de rénaux que tu avais prévu, puis là, après ça, finalement, tu n'es pas capable de rembourser ta marge aussi vite que tu pensais, puis là, ben là, tu payes de l'intérêt là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est plus à faire attention, ça. Mais ça peut être correct pour quelqu'un, justement, qui sait ce qu'il fait, puis qui va vraiment comme rembourser ça plus rapidement. Mais idéalement, comme je te dis, le moins d'endettement possible, le mieux c'est, à part pour vraiment acheter des choses qui génèrent des revenus comme de l'immobilier, puis que tu es bon, puis tu peux faire un effet de levier qui est vraiment optimal. Ça, je suis à l'aise avec ça aussi, c'est de l'investissement. Fait que c'est d'acheter des actifs, dans le fond. T'sais. Fait que c'est juste de ne pas utiliser ta marge pour acheter des passifs ou des choses qui déprécient. C'est la pire affaire. Quel FNB pour un horizon de 10 ans? Un horizon de 10 ans, ben, comme on parlait tantôt, écoute, c'est rendu là, c'est de l'éducation que je te fais, puis des suggestions de recherche. Donc, c'est pas des recommandations de placement, c'est juste, tu peux commencer à faire tes recherches avec ça, mais tout ce qui est portefeuille à répartition d'actifs de Vanguard, par exemple, fait que dans le style, exemple, VEQT ou VGRO, ben, ces affaires-là, quelqu'un qui investit pour le long terme, 80% en actions, 100% en actions, tout est déjà fait, tout est monté, tu achètes ça, merci, bonsoir, tu laisses ça aller. Ça peut être une super bonne option. Mais comme je t'ai dit, je t'invite à aller t'éduquer là-dessus, faire tes recherches pour que tu puisses juger si c'est le genre de produit qui pourrait être bon pour toi. Mais je te dirais le mot-clé, c'est portefeuille à répartition d'actifs. Fait que note ça, puis va faire tes recherches avec ça pour commencer. Puis après, tu pourras évaluer quel genre de portefeuille à répartition d'actifs fit pour tes objectifs à toi. Parce que là, il manque ta situation, il manque ton horizon, pas ton horizon, ça tu me l'as dit, mais ta tolérance au risque, tu sais, puis ton niveau de connaissance aussi, tu sais. Fait qu'il manque plusieurs données pour dire, OK, ça pourrait vraiment être bon. Fait que, comme je te dis, commence tes recherches avec ça, puis tu devrais trouver quelque chose qui va fitter selon qui va fitter avec toutes les autres variables que je viens de dire. Salut Fred, vaut-tu mieux maximiser le REER en remettant le retour dedans l'année d'après ou de mettre le retour dans un CELI, j'ai 2 enfants? Tu peux mettre le retour en CELI, mettons, en attendant, puis de voir ta fin d'année, ça ressemble à quoi. Puis comme là, si ça vaut la peine de prendre des REER, ben, tu peux virer du CELI, mettons, au REER l'année d'après. Puis fait que c'est le même argent que tu vas juste aller remettre en REER, mais juste un peu plus tard parce que tu attends de voir si ça vaut la peine de prendre une cotisation REER, il va peut-être te manquer des fonds pour la mettre. Fait que là, tu peux utiliser le CELI qui était ton retour d'impôt que tu es allé mettre dedans. Fait que ça peut être fait. Dans le fond, dépendamment de ta situation, tu sais, souvent ce que tu veux, c'est aller maximiser le REER le plus rapidement possible pour profiter de l'économie d'impôt le plus rapidement possible, pour refaire travailler l'argent le plus rapidement possible. Fait que normalement, tu veux focusser sur le REER en premier dans la majorité des cas. Là, encore une fois, je n'ai pas ta situation. Mais si ton retour d'impôt est servi à réinvestir dans le REER ou dans le CELI, c'est parfait. L'important, c'est que tu ne l'as pas dépensé puis que tu l'as investi. Parce qu'au pire, si tu l'as mis dans le CELI, il y a toujours le temps de le remettre dans le REER éventuellement. T'sais. Fait que c'est ça. Quel FNB, ok. Salut Fred, vas-tu mieux, Maxi? Ça, c'est beau. Est-ce qu'un planificateur financier avec qui tu travailles depuis 15-20 ans devrait essayer de dépasser tes limites comme un sportif? Ça dépend c'est quoi dépasser tes limites. Dans le sens que si tes limites, c'est des CPG, parce que tu es vraiment comme quelqu'un qui n'a pas pris le temps de comprendre comment ça marche les affaires, puis que ton planificateur financier en 20 ans t'a jamais expliqué comment que ça marchait, puis qu'il n'a jamais essayé de te faire sortir des CPG, effectivement, oui, ça serait très bon qu'il était duc, mais je pense que tu serais dû changer de conseiller, parce que là, ça n'a pas de bon sens s'il a laissé faire ça. OK? Mais dans le fond, dans cet exemple-là, oui, là, ça pourrait être bon de dire, OK, je vais investir dans quelque chose d'un peu plus comme volatile, qui est par exemple des actions, ou mettre une partie plus en actions dans mon portefeuille pour augmenter mon rendement, parce que là, je suis vraiment dans des CPG, puis je me nuis vraiment. Mais dans un cas où, par exemple, tu as investi depuis 20 ans dans des fonds communs d'actions, puis que tu es 80-100% en actions, mettons, ou 80% ou 70%, peu importe, puis que là, tu es bien avec ça,
puis que là, il te dit, mets tout dans le crypto, c'est comme, ben là, non. C'est genre, c'est sortir de ta zone de confort, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi, dépendamment c'est quoi la définition de sortir de ta zone de confort, tu sais. Fait que tu peux garder une ouverture pour, dans le fond, t'éduquer, voir, OK, c'est ça mes options, puis après évaluer si ça vaut la peine pour toi, tu sais. Fait que je t'inviterais à garder une oreille, mettons, attentive et ouverte, mais après, d'être en mesure d'évaluer si c'est une bonne option pour toi. Puis ça, ben, c'est important d'avoir comme une pensée critique, puis d'être plus connaissant pour justement être en mesure de dire ça vaut-tu la peine pour moi ou pas, puis d'être en mesure de l'évaluer toi-même, ce que ton conseiller te suggère, si c'est bon pour toi ou pas. Salut Jonathan! Pour un profil croissance, bien sûr, fait que comme je te dis, je viens de répondre, ça c'est bon. Les fonds communs sont-ils toujours gérés par un planificateur financier? OK, dans le fond, on va faire attention là, parce qu'il y a plusieurs titres en finance, OK? Puis c'est tout mélangé, puis c'est pas clair, là. Fait que là, on va démystifier un petit peu. Tu as un planificateur financier, OK? Mais tu as représentant en épargne collective, puis conseiller en sécurité financière, puis quelqu'un peut être les trois, mettons. Fait que si, mettons, tu as acheté un fonds commun de placement ou un fonds distinct qui ressemble fortement à un fonds commun de placement, mais il y a des garanties puis tout, puis j'ai juste il y a quelques petites exceptions, là, mais quelques petites différences. Mais dans le fond, quand tu achètes un produit, c'est soit un conseiller en sécurité financière ou un représentant en épargne collective qui te l'a vendu. Parce que ça prend un permis pour vendre ces fonds-là. Comme exemple, un courtier immobilier, ça y prend une licence pour être courtier. Par contre, un planificateur financier peut être ces deux titres-là puis te vendre des produits aussi. Donc, c'est pas parce qu'en ce moment, tu as des fonds communs que tu es nécessairement avec un planificateur financier. Tu es peut-être juste avec un représentant d'épargne collective que ça fait 2 ans, exemple, qui a commencé, puis que c'est comme s'il y a 25 ans, mettons. Ça ne veut pas dire qu'il est planificateur financier, puis comme qu'il fait toute la patente qu'un planificateur financier fait, tu comprends? Ça, c'est important parce que souvent, les gens, le terme conseiller financier, c'est un terme qui est fait large, que tout le monde pense que, mettons, ah, moi, j'ai un conseiller. Ah, moi, j'ai un planificateur. Ah, moi, j'ai un comptable. Puis ils pensent que c'est toute la même personne. Mais, tu sais, chaque spécialiste a comme sa branche, puis ils font pas toute la même affaire. Fait que oui, quelqu'un peut être tout ça, mais si tu t'es fait proposer un produit par un conseiller, ben, il est soit conseiller en sécurité financière, soit représentant en épargne collective, ou les deux, puis il est peut-être plan fin en plus. OK? Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, puis pour compléter la réponse à ta question, un fonds commun, si tu veux, tu pourrais en acheter par toi-même, mettons, sur une plateforme. Maintenant, ça, c'est possible. Fait que tu pourrais acheter des fonds communs gérés activement qui coûtent, mettons, 1% de frais, mais tu n'auras pas le frais de conseil qui est chargé par le conseiller. Mais la plupart des gens qui ont des fonds communs, ben, c'est parce qu'ils l'ont acheté avec une institution traditionnelle, puis c'est un conseiller qui les a proposés parce que faut que tu achètes ce fonds-là parce qu'il a fait ton profil d'investisseur avec toi, il a pris le temps de checker c'était quoi tes objectifs, puis c'est pour ça qu'il a choisi ce fonds-là, dans le fond. Fait que la plupart du temps, quand les gens ont des fonds communs, c'est en grande majorité géré par quelqu'un en finance qui peut être tous les titres que je disais tantôt. Salut, c'est-tu mieux maximiser le CELI que le REER? Ça dépend de ta situation fiscale, donc dans le sens que, je le répète, tu n'étais peut-être pas là au début, mais quand ton taux d'imposition est plus élevé, quand tu cotises, fait qu'exemple que tu gagnes 200 000 par année, puis que tu le sais quand tu vas sortir tes REER éventuellement, mettons ton salaire il va être à 70 000 parce que tu as déjà tout planifié ça, puis tu le sais, par exemple, pour faire ça simple, ben là, tu es mieux de cotiser les REER en premier parce que tu vas sauver à peu près 50% d'impôts quand tu vas y cotiser, puis tu vas ressortir, puis ils vont te coûter 14% d'impôts, mettons, tu comprends? Fait que ça, pas 14, 36% d'impôts. Fait que ça veut dire que tu vas avoir une différence de 14% que tu vas garder pour toi, pour faire l'exemple le plus simple possible. Là. Fait que tu viens de faire 14% de plus que le CELI t'aura pas donné parce que le CELI, quand tu cotises dedans, il te donne pas de retour d'impôt. Fait que oui, ton gain est à l'abri de l'impôt, c'est le fun, mais t'as pas eu le retour au début. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a cotisé dans le REER puis il a dépensé son retour d'impôt, là, c'est moins hot. Mais quelqu'un qui a utilisé son retour d'impôt puis qui l'a réinvesti,
Là, après, quand tu ressors l'argent, là, c'est vraiment payant. Puis c'est là que tu veux profiter du REER en premier normalement. Fait que si ton taux d'imposition est plus élevé quand tu cotises que quand tu vas le ressortir, plus avantageux le REER que le CELI. Qu'est-ce que tu penses du programme de planif retraite? Est-ce que c'est aussi bon qu'un plan de film? C'est parce que en fait, c'est juste. C'est parce que ça dépend de ce que tu as de besoin. T'sais, si tu veux, mettons, vraiment un plan de retraite, puis comme quelqu'un qui est là pour te verbaliser, vulgariser, puis t'accompagner un peu là-dedans, c'est sûr qu'un plan de film, ça va tout le temps être un plus parce qu'il y a tout le temps des petites subtilités, puis des choses à checker, puis des fois des règles qui changent. Fait que quand d'avoir quelqu'un qui est là, genre pour t'accompagner un peu là-dedans, surtout si c'est un cas de retraite, c'est vraiment, vraiment un gros plus parce que moi, je l'ai vu par expérience, tu sais, puis quand tu parles aussi à plein de gens qui sont dans le domaine, tu sais, il n'y a personne qui fait un décaissement optimal tout seul, genre, puis qui sait tout quoi faire, parce qu'il y a tellement de choses à checker, il y a tellement de variables, puis c'est pour ça que les plans de films, ils ont vraiment des logiciels avec des plans qui comptent de tout, tu sais, parce que c'est comme faire ça pour le commun des mortels, c'est vraiment une tâche ardue, parce qu'il ne sera pas capable de tout interpréter comme il faut les données, puis de faire en sorte que, OK, là, je comprends, puis tout est clair. Puis des fois, il y a des petites subtilités qu'il ne verra pas. Fait que d'avoir un professionnel avec toi qui t'accompagne là-dedans, c'est vraiment tout le temps un gros plus par expérience, là, vraiment.